Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors bien sûr, lorsque nous cheminons sur les voies de la conscience, il y a un grand mystère qui se pose, c'est la question de l'au-delà. Que se passe-t-il après avoir quitté son corps physique? Que se passe-t-il? Alors bien sûr, il y a eu la tradition qui nous a dit beaucoup de choses. Il y a, selon les cultures, on a des visions différentes et selon les sensibilités de chacun, on a une approche différente. Dans cette émission, nous allons cheminer dans cette question de l'au-delà en compagnie de Géry de Pierrepont. Bonjour Géry, Bonjour, merci Freddy. d'être parmi nous pour cette nouvelle émission. Tu as un parcours particulier lié à la question de l'au-delà, tu y pratiques des choses spécifiques. Est-ce que tu peux déjà nous présenter un peu qui tu es et puis comment est venue à toi cette question de l'au-delà? Bah écoute, c'est drôle que tu en parles parce que je réalise d'un coup que je suis peut-être pas devenu archéologue pour rien. Il y avait une attirance déjà avec le passé, avec j'ai beaucoup travaillé dans la restauration des monuments, et donc j'ai côtoyé pas mal d'endroits où il y avait inévitablement des présences. À ce moment-là, je ne les ressentais pas, mais il y avait déjà en moi une attirance, au moins intellectuelle, une attirance de cœur pour ces personnes qui étaient décédées, dont on ne savait pas grand-chose. Et, et à un moment donné, voilà, ça date quand même plus d'une dizaine d'années, je suis dans mon lit le soir et là, d'un coup, je visualise un accident de voiture, paf! Et à ce moment-là, je reçois une énorme décharge électrique à travers moi, de mon gros orteil jusque à la tête. Et là, je me rends compte qu'il y a quelqu'un devant moi. C'est un de mes amis proches qui est décédé 2 ans avant d'un accident de voiture. Je dis, mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde te pense là-haut. Et pour moi, c'est comme une évidence. Donc voilà, c'était le début. Je ne connaissais rien. J'ai tout appris par moi-même, des ressentis. Et de proche en proche, je me suis rendu compte que je pouvais avoir une relation particulière avec des êtres défunts. Au début, c'était assez... Ils venaient systématiquement me réveiller la nuit. Et puis après, on a trouvé nos marques et j'ai compris, j'ai lu et voilà. Donc vous comprenez bien qu'aujourd'hui, nous allons aborder cette question de l'au-delà à travers une vision subjective, encore une fois, et il n'est pas question de décréter des vérités, c'est ton expérience et tu vas nous en partager voilà, tes ressentis, tes approches, ta méthode, qui peut-être pour nous va nous permettre de cheminer sur cette question et vous ferez évidemment votre propre opinion après, c'est bien ça, et il est important de positionner ça en préambule avant de commencer à voyager. Et justement pour ce voyage, je vous propose dans un premier temps, comme nous le faisons souvent, de trouver notre centre, de trouver voilà, cet espace, d'être dans l'acceptation, la réceptivité pour vraiment aller cheminer vers de nouveaux plans de conscience, de compréhension. Et pour ça, il y a une attitude, voilà, il faut créer les conditions dans son corps physique. On se laisse ce petit temps et puis on se retrouve juste après. Alors voilà le retour. Géry, si tu veux, dans un premier temps, pour cheminer et aussi pour nos amis qui nous suivent, on va définir un certain nombre de mots, d'espaces pour savoir de quoi on parle et où est-ce qu'on se positionne. Est-ce que tu pourrais nous dire, selon toi, que représente le mot au-delà? Au-delà, ça exprime qu'on passe vers autre chose. Ce grand mystère, hein,
de finalement d'où on vient, où on va, où on retourne peut-être. Et Ça définit un plan qui est autre que le nôtre. oui, c'est ça. C'est un C'est ça, c'est au-delà, ça. c'est au-delà de nous. Au-delà. J'ai de la difficulté à expliquer exactement ce que c'est, dans la mesure où finalement on ne sait pas. C'est un grand, grand, grand point d'interrogation. Toutes les cultures ont projeté quelque chose sur cet au-delà. Donc on est imprégné de toute une série d'images, de toute une série de traditions, de ressentis, parfois. C'est clair que pour nous, c'est quelque chose qui est à découvrir, peut-être à redécouvrir, mais en tout cas, on ne peut pas en parler avec autorité, avec assurance. Si quelqu'un devait y aller un jour, il ne revient pas pour nous dire comment c'est, pas de façon très précise. Même les personnes qui font des EMI, comme on appelle ça, en état de mort imminente ou de mort. Évidemment, ils vont quelque part, ils vont dans un au-delà. Est-ce que c'est l'au-delà lui-même? Voilà. En tout cas, la notion d'au-delà. Ils sont revenus, donc ils ne sont peut-être pas allés exactement, ils n'ont peut-être pas passé toutes les portes. Donc, c'est très difficile pour nous d'avoir une... C'est une vraie notion, c'est bien de l'appeler comme ça. On sait que c'est plus loin, qu'il y a un passage, qu'il y a quelque chose à traverser. Et puis après... Tu te définis comme passeur? Est-ce que ça c'est juste pour toi? Passeur, c'est un mot qui me convient parce que j'aide les gens à passer d'un état de vie à un autre. Mais une infirmière accoucheuse, elle est passeuse parce qu'elle prend un nourrisson qui est encore à l'état de fœtus, elle l'emmène à la vie. Et il y a d'autres passages dans la vie, le passage de l'adolescence à la vie adulte, le passage... voilà. Donc il y a beaucoup d'étapes dans une vie. Un passeur, il peut accompagner quelqu'un à chaque étape. On a pris l'habitude de dire qu'il y a des passeurs d'âme parce que certaines âmes, comme on va en reparler aujourd'hui, peuvent se trouver calées entre deux plans. Et donc ça peut être utile d'avoir des passeurs qui interviennent à ce niveau-là. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on catégorise un peu. On est tous appelés à un moment donné à être en contact avec la mort, avec des êtres qui passent vers l'au-delà, et on est tous potentiellement passeurs, parce qu'on a tous des gestes qu'on peut faire pour aider ces personnes à trouver leur chemin, ou à retrouver leur chemin. Et donc, certaines personnes sont plus sensibles que d'autres. Voilà. Je suis découvert passeur, si on veut, il n'y a pas si longtemps. Tout le reste de ma vie, je n'avais aucune... mais c'était déjà là. Donc je pense que voilà, ça vient chercher certaines personnes, peut-être avec une certaine maturité. On n'est pas nécessairement passeur à 17 ans, hein, il faut un peu de temps. Est-ce qu'on peut apporter une distinction entre le mot passeur et médium? Oui, c'est bien de préciser ça. Le médium, il a évidemment beaucoup de ressentis. C'est l'intermédiaire entre des mondes, l'intermédiaire entre des plans. Et donc le médium, il met en contact. La différence entre un passeur et un médium tel que moi je la ressens, c'est que le passeur, il peut être amené à rencontrer un défunt, une conscience de défunt. Le médium, il va l'appeler, il va aller la chercher. Et enfin, il le fait souvent sur demande par rapport à quelqu'un. Moi, je ne vais pas téléphoner à quelqu'un en disant « Est-ce que vous pouvez venir? Est-ce que vous pouvez nous raconter une histoire ?» C'est autre chose. C'est pas du tout mon approche. Moi, il y a des personnes qui décident de venir à ma rencontre, de se présenter à moi, et là, la discussion s'engage. C'est un peu différent. Alors, on définit ensemble des références pour après voyager. On a cette question de la remontée, alors on dit parfois la remontée de l'âme, peut-être il faut préciser, mais en tout cas, bon, on connaît cette référence au fameux 21 grammes, c'est-à-dire qu'effectivement, quand le corps physique s'arrête, il y a quelque part quelque chose qui s'en va, qui se détache du corps physique, et qui va quelque part dans cet au-delà que l'on vient de définir. Quel est ce processus? Tu peux nous en parler un peu de ce que tu sais, de ce que tu as expérimenté, ce processus de la remontée, comment ça fonctionne? Oui, voilà, c'est un peu particulier. Je vous donne juste un peu la manière dont moi je le ressens, hein. Donc c'est très personnel. C'est à la fois des choses que j'ai apprises et puis des choses que j'ai vécues, qui se valident en quelque sorte au contact que j'ai avec ces centaines de personnes que j'ai pu aider, peut-être plus en fait. Et l'idée, c'est un peu qu'on ait autre part une conscience supérieure qui est de tout temps, de toute éternité. Et cette conscience, elle décide à un moment donné de venir s'incarner sur Terre.
elle va détacher une partie d'elle-même, une petite partie, qu'on peut appeler la conscience d'incarnation, quelque part. Nous allons être accompagnés sur Terre par cette conscience qui est un bout de cette part plus grand que nous, pour moi, de Géry plus grand que moi, et qui va nous accompagner tout au long de notre chemin. Une fois que le corps physique est enterré, est brûlé, il disparaît, il se réduit en cendres, hein. Cette partie-là de notre âme éternelle, elle continue à vivre. Elle emporte avec elle une partie de nos souvenirs, de nos mémoires. Pas toutes, hein, il y a une petite sélection qui s'opère. Beaucoup d'émotions. Comme un zip, quoi. Oui, comme un zip. Un zip, voilà. On contracte. Et cette partie-là, son objectif, c'est de retourner à l'âme supérieure, à la conscience divine, plutôt qu'on pourrait dire, pour savoir quelle est la suite. Se relier de nouveau à elle-même, apporter sa valise d'expérience terrestre. Et c'est à ce moment-là que c'est pas si facile, parce que pour différentes raisons, cette conscience d'incarnation, elle peut se retrouver calée en route. Elle ne remonte pas automatiquement. Voilà. Un humain, comme toi, peut permettre justement d'accompagner cette remontée. Donc comment ça fonctionne? Est-ce qu'on appuie sur le bouton de l'ascenseur? Ça marche comment? Enfin, toi, dans ton procédé, on est encore dans l'aspect conceptuel global pour comprendre un peu les principes. Après, on ira dans ton expérience vraiment spécifique avec des exemples, des cas et tout ça, bien sûr. Oui, c'est ça. En fait, tous les êtres humains ont ça. C'est un peu particulier. Une fois qu'une personne perd la vie, elle se détache. Hein, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Elle se détache de son corps physique et elle va rester pendant un certain moment proche de tout ce qu'elle a connu. On pourrait dire en stase? Si on veut... Être en stase, c'est-à-dire cet état intermédiaire. C'est ça, il y a une séparation du corps et de l'âme, hein, ou de la conscience. Et effectivement, dans un premier temps, elle se demande un peu ce qui lui arrive. On a des expériences, ça c'est les personnes qui sont en état de mort transitoire, là, qui peuvent en parler, et puis disent, tiens, c'est moi, je me vois, j'entends les personnes, je peux me déplacer à la vitesse de la pensée, c'est assez incroyable. Pendant quelques jours, on va accepter, prendre conscience qu'on est décédé, qu'on n'est plus dans notre corps, qu'il y a quelque chose d'autre qui nous attend. Et dans un premier temps, on va prendre... on va aller dire au revoir aux personnes qu'on aime, aux lieux qu'on a connus. On peut se déplacer. Les personnes qui sont vivantes, qui restent, peuvent avoir cette sensation, tiens, je l'ai senti tout proche de moi. La personne que j'aime, j'ai senti qu'elle n'était pas loin. Et effectivement, elle est là. On ne la voit plus, elle vous voit. Elle entre en communication, elle lit dans nos pensées, donc elle est très très proche. Pendant quelques jours, elle va vivre ça. On a, je ne sais pas pourquoi, il y a différentes traditions qui en parlent, c'est à peu près 7 jours, une moyenne. Pendant ces 7 jours-là, on est ici. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a une porte qui s'ouvre. Et ça permet à l'âme, à la conscience... Ou la partie anima, la partie anima du corps. Anima, oui, celle qui a animé le corps, cette partie qui a animé le corps. Voilà, la partie de notre conscience supérieure qui est venue animer notre corps. Elle peut alors se sentir attirée par cette porte, il y a souvent de la lumière, et hop, elle suit son chemin, c'est parti. Ça, c'est la voie... C'est la voie normale, c'est la voie souhaitée, c'est ce qui normalement doit se produire. Et puis, pour différentes raisons, cette porte-là, elle ne va pas rester ouverte indéfiniment. Je pense aussi que c'est une question d'une semaine, quelque chose comme ça. Elle est ouverte, elle est là, tu viens quand tu es prêt. Et puis à un moment donné, elle se dit, voilà, c'est pas bon de garder des contacts ouverts entre les mondes, les plans. On va la refermer. Et si, à ce moment-là, l'animal, la conscience d'incarnation n'a pas profité de l'occasion pour partir, elle se retrouve prisonnière, quelque part, d'un plan intermédiaire. Et elle cherche la porte. Elle cherche la porte où elle n'a pas compris qu'il y avait une porte, où elle est trop attachée à la terre pour pouvoir dire « j'ai envie de partir ». En fait, elle préfère rester. Donc, il y a toutes sortes de raisons, on va y revenir dans une minute peut-être, mais elle se trouve dans cet état intermédiaire, ce plan transitoire, qui porte des tas de noms dans l'histoire. Dans la tradition juive, on parle du Sheol, chez les Grecs, on parle de l'Hadès.
Chez nous... On peut parler des limbes. Des limbes, voilà, dans la tradition chrétienne, on parle souvent des limbes. On a effectivement aussi une image chez les Égyptiens avec ce bateau qui passe d'un monde à l'autre, cette embarcation, avec tout le rituel que ça nécessite. Oui, plutôt qu'une porte, l'image du bateau est très très prégnante aussi. Et cette idée d'un fleuve aussi ou d'une rivière qu'on peut passer, du Nobol à donner, il y a toutes sortes de cultures différentes qui évoquent cet aspect-là, mais toujours l'idée d'un passage. Mais on peut rester sur cette rive-ci, c'est là où on était. On a un peu peur, on ne sait pas. On est prisonnier de cet espace intermédiaire qui est, moi je le visualise en noir et blanc. On a perdu l'usage de nos sens. On n'est plus qu'un esprit en réalité. Donc on a des facultés, on peut se déplacer où on veut, on lit dans la pensée des gens. C'est un peu surprenant. Par contre, par exemple, il y a beaucoup de personnes prisonnières dans cet espace-ci. Elles viennent où elles ont habité, elles parlent aux gens qu'elles ont aimés. Elles disent, je suis là. Et les personnes ne nous voient pas. Elles ne les voient pas. Et donc, elles sont très frustrées. Elles voient qu'il y a le frigo, elles ont une petite faim. Elles disent, oh là là, je vais me faire plaisir. Mais en fait, il n'y a rien. Elles ne peuvent pas prendre en main, elles ne peuvent pas goûter. Il n'y a plus la joie des levées de soleil. Il n'y a plus la petite musique. Enfin, c'est très, très, très déprimant. Et donc, au départ... Ça peut être l'enfer. Ça peut être une définition de l'enfer. Tel que c'est représenté dans la tradition. Oui, pour certains, l'enfer, c'est encore une étape pire. C'est vraiment le refus. Là, c'est décidé, je ne veux pas voir la lumière, je vais vers quelque chose... Mais ça peut être un état qui va nous conduire vers cet enfermement. C'est un état qui finit par déprimer très, très fort les gens. Et à un moment donné, quand on reste trop longtemps, il n'y a plus de notion du temps. Ça peut durer des années, ça peut durer des siècles. On rencontre des âmes errantes, entre guillemets, d'il y a 2000 ans, d'il y a 5000 ans. Elles sont là. Mais plus elles sont abandonnées à elles-mêmes dans cet espace, moins elles se souviennent de qui elles sont. Elles finissent par ne même plus savoir ce qu'elles font là. Elles ont oublié leur identité et elles peuvent errer pratiquement à l'infini. Donc, mais ça... C'est pour dire que c'est un espace déprimant aussi, parce que ceux qui restent prisonniers, c'est pas des gens folichons, ils sont pas drôles. Ils ont tous une raison d'être là, mais c'est pas nécessairement une raison. Et donc, on ne cède pas l'un l'autre. C'est vraiment... Il y a quelques films qui ont évoqué ça. C'est facile à imaginer. C'est vraiment une prison. On a l'habitude de dire que pour sortir de là, ou bien c'est un être humain vivant qui vient vous pousser, vous encourager, réouvrir la porte, parce que nous, vivants, avons cette capacité d'aller réouvrir la porte pour quelqu'un, de vous donner une bouée pour se lancer à l'eau. Ou alors, on peut imaginer aussi que des personnes qui sont déjà dans la lumière, qui ont fait ce chemin, qui viennent d'en haut quelque part, viennent ouvrir la porte de leur côté. Encore faut-il qu'elles puissent descendre dans ces espaces plus... d'une fréquence, d'une vibration différente. Et puis, il faut que la personne concernée soit d'accord. Oui. C'est un point important à dire. On ne peut pas, nous, décider pour une autre âme, un autre être humain, au départ, tiens, c'est bon pour toi que tu montes dans la lumière maintenant. Ça ne nous appartient pas. La notion du libre arbitre s'applique là aussi, clairement. Dans cet espace aussi, bien sûr. Voilà, oui, c'est ça. C'était un peu long. Non, c'est très bien. On a défini, je pense, la première approche, la première étape. Est-ce qu'on peut maintenant un peu plus définir quelles sont les conditions qui font que ces êtres, ces animats, ces consciences restent dans cette manière plus trop longtemps, dans cette période intermédiaire, dans ce passage? Il y a beaucoup de raisons, ouais, c'est ça. Ça vaut vraiment la peine d'en parler parce qu'on ne se rend pas toujours compte comme être humain. Il y a des raisons d'abord qui sont des choix. Des choix, une personne peut décider de rester. Et c'est souvent des liens d'amour, par exemple. Une maman qui décède trop jeune, elle a laissé des enfants sur la terre, elle ne veut pas les abandonner. Elle dit non, ma place est ici, je vais rester près d'eux. Eux ne me voient pas, mais moi je les vois. Je vais leur apporter de l'aide, je vais leur suggérer des choses, je vais leur parler, je reste. Et quand la porte se referme, elle reste longtemps. Et malheureusement, elle finit par perdre cet enthousiasme, cet amour. En réalité, elle perd de l'énergie. Même un esprit a besoin d'énergie. Et donc, il a besoin d'aller chercher cette énergie. Et c'est des énergies basses dont il a besoin.
Ces personnes-là vont se nourrir d'énergie basse, elles vont devenir plus pesantes. Puis en se rapprochant des gens, elles vont finir par pomper l'énergie des gens en leur voulant du bien. Question des polarités, hein, ça attire, involutif, évolutif, là, ça attire, voilà. Ça, c'est un cas de figure. Maintenant, on peut décider de rester pour des raisons un peu moins nobles. On peut décider de rester parce que, par exemple, les collectionneurs, ils ont passé leur vie à accumuler une très très belle collection. Ils n'ont pas du tout envie de l'abandonner. Ils sont attachés à elle. C'est un attachement matériel. On peut rester attaché à sa maison. Parfois, on peut se dire, mais j'ai pas du tout envie que ma maison aille chez mes héritiers ou chez mes neveux ou chez... je reste, c'est chez moi. On peut avoir besoin de rester parce qu'on a une colère contre quelqu'un et on se dit, mais celui-là, je vais lui faire payer ce qu'il m'a fait, toute cette souffrance. Je peux être très jaloux. Hein, si je pars, que va faire mon mari? Qu'est-ce qui se passe? Non, je reste. Ça, c'est des raisons qui sont encore plus lourdes, qui vont nous alourdir dans cet espace intermédiaire, et on peut rester longtemps. D'autant plus que les derniers sentiments qui nous restent en tête avant de décéder, ils vont rester très 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 longtemps. Très prégnants, quoi. Voilà, si au dernier moment on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. J'ai pas fait ça. J'aurais dû absolument revendre telle chose avant de partir. J'ai oublié de dire à mes enfants qu'il fallait faire ça. On va rester complètement omnubilé par ça. Ça tourne en boucle, hein. Et donc, on va dire, je peux pas partir, c'est trop important. Je dois leur dire. C'est la raison plutôt du message, ça, hein, le message à transmettre. Puis alors, il y a d'autres raisons qui viennent là-dessus. C'est par exemple le fait que, c'est une raison très importante aussi, on part dans la mort sans savoir qu'on meurt. Je parlais de mon ami qui avait fait un accident de voiture. Il n'a pas eu le temps de réaliser ce qui lui arrivait. Il a percuté, il est tombé dans le ravin, paf, d'un coup, il s'est retrouvé mort, mais pour lui, c'était pas du tout clair. C'est pour ça qu'il était toujours là. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais je peux même avoir l'impression de s'en être sorti. Oui, voilà. En fait, tout va bien, voilà, et il est dans un autre plan. Il est dans un autre plan, et il ne le sait pas. Ça arrive assez régulièrement. Par exemple, au moment des guerres, etc., vous prenez un obus, une balle à la figure, une flèche, vous entrez instantanément dans la mort, et on est toujours avec cette hargne, cette énergie du combat. Quand on rencontre des gens qui sont décédés au combat, je vous assure, je me protège, hein, parce qu'ils sont extrêmement agressifs. On ira, je pense. Voilà, on ne va pas trop de détails maintenant, mais on ira, oui. Voilà. C'est quelque chose d'un peu plus subtil et qui est malheureusement aussi présent aujourd'hui, c'est que vous avez des personnes qui sont dans la souffrance et on va les aider à mourir paisiblement en donnant des doses de calmants, de la morphine en général, ou équivalent. Et en fait, ces personnes vont s'endormir dans la mort. La dose va être de plus en plus grande, ils vont partir paisiblement. Tout le monde se dit « Ah, quel bonheur !» Et donc les frontières vont être troubles. La frontière va être floue, et en fait, cette personne, souvent, on en rencontre beaucoup aujourd'hui, elles sont juste perdues, elles se disent « Mais qu'est-ce qui se passe, en fait ?» Et c'est ça, il faut juste les informer qu'elles sont décédées, en fait. Mais là, elles sont toujours persuadées qu'elles sont vivantes, qu'il y a quelque chose qui cloche, mais elles sont vivantes. Elles voient toujours ce qui leur est familier, en fait. C'est pour ça qu'on dit que les défunts, parfois, ils sont dans les lieux, hein, ils restent près d'où ils ont vécu. Il y a encore un troisième cas de figure, c'est quand c'est pas le défunt qui décide de rester, c'est nous, les vivants, qui l'empêchons de partir. Ça arrive tellement souvent aussi. Ah, ma grand-mère, elle m'a tellement aidé, je veux pas que tu partes. Mon ami, reste près de moi. Reste près de moi, s'il te plaît. Ou j'ai perdu un enfant, celui-là, qu'est-ce qu'il va faire tout seul? Je le garde. Je le garde près de moi. Ça arrive aussi très souvent. C'est un beau geste, c'est un geste d'amour. Mais ça vient de la terre, et en quelque sorte, on empêche ces animats, ces consciences, de retrouver leur chemin, de retrouver leur raison de vivre en dehors de la terre. Et ça peut durer très, très, très longtemps. Très, très, très longtemps. Évidemment, le jour où vous allez décéder, ces personnes, elles se retrouvent là. Et quoi maintenant ? C'est pour ça qu'il est important d'en parler de tout ça. Je veux dire, même, quel que soit, peut-être ce qu'on voit là aujourd'hui n'est pas juste, ou pas tout à fait juste, mais en tout cas, ça permet à chacun de se préparer.
Voilà. J'ai l'impression que la notion de la préparation est importante. Aujourd'hui, nous vivons dans des mondes très, très matérialistes où on ne parle pas de la mort, en fait. Et on voit bien que dans les traditions, la mort était omniprésente. On se préparait en permanence. Ça me fait penser à la tradition du carnaval. Dans le carnaval au Moyen-Âge, comme la mort est très présente, on apprend à mourir. Donc le carnaval, chaque année, eh bien, on a ce rendez-vous où on va préparer un personnage, un costume, on va aller jusqu'au Mardi Gras, c'est-à-dire qu'on va avoir des fêtes, des rendez-vous collectifs. En même temps, on va avoir ce personnage et on va aller jusqu'au Mardi Gras. Et au Mardi Gras, c'est la fin, il meurt. Et on va brûler le vêtement. Ou on va le ranger, on va le brûler, on va le détruire, on va jouer à mourir en fait. Et après, on a dans la tradition catholique romaine, chrétienne, ce temps du carême, du jeûne, pour remonter. C'est-à-dire qu'on va au paroxysme, à la fête, la vie, la débordement, et après, hop, on revient à la plus petite part de nous-mêmes pour redémarrer et recréer un cycle. Voilà, donc on avait ça dans la tradition et on a d'autres aspects bien sûr. C'est intéressant, ça me fait penser à ça. J'en prends une seconde parce que oui, il y a aussi des fêtes très particulières comme la Toussaint, Halloween ou la fête des morts en Amérique du Sud, où là on dit que le voile entre le vivant et le monde des défunts est très 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 fin, qu'on peut avoir justement, non seulement on prend conscience que ben oui, on n'est pas là pour toujours, que ça nous arrivera aussi. Et puis que les défunts, ils sont pas si loin en fait. C'est ça. Et donc c'est intéressant, c'est un peu pour... Tout à fait. On voit bien d'ailleurs que lorsqu'on approche ces choses-là, vous devez ressentir, hein, on a l'impression que ça, en parlant, ça nous libère. Ça nous fait du bien parce que comme un poids en moins, on va bien vivre ici. Et puis c'est pas la fin de tout. C'est en tout cas la tradition et pour ceux qui veulent faire cette expérience-là, hein, bien sûr. Ça me fait penser aussi cette question de ce que tu dis, de ce que je ressens, c'est que la notion de la préparation est très importante. Et on avait dans la tradition aussi, on a une tradition que je connais un peu plus parce que j'ai fait un film dessus, c'est chez les Cathares. Il y a vraiment toute une préparation, ce qu'on appelle faire la bonne fin. C'est-à-dire se préparer à tout ranger, à tout organiser, ordonner dans cette vie-là, pour justement voyager léger de l'autre côté. Et donc ça c'est très important. Et on a le château de Montségur, eh bien, était un lieu de pèlerinage où on venait faire de toute la région, hein, même parfois de plusieurs pays, on venait faire ici sa bonne fin. Donc ça nous rappelle, on veut bien que, voilà, il y a des liens. Hein. Oui, ça me fait penser aussi dans la tradition orientale ou extrême-orientale. Il y a un précepte qui encourage les gens, à la veille de leur départ, à se placer dans un état de paix. La clé, en quelque sorte, pour poursuivre son chemin, c'est d'être complètement en paix avec les autres. Tiens, est-ce que je suis encore en colère avec telle personne? Est-ce qu'il y a un pardon à donner quelque part? Est-ce que tout est réglé? Et en paix avec moi-même. En paix avec ce que j'ai pu vivre dans ma vie, les regrets que j'ai pu avoir, les zones où je n'étais pas aussi fier de moi. Est-ce que je peux prendre cette distance, dire ok, finalement, il y a une justesse dans tout ce que j'ai vécu. Et voilà, c'est de nouveau une clé, hein, c'est la même chose. Hein. Complètement, sur d'autres plans, bien sûr. Alors, bon, là, nous cheminons, hein, nous avançons, voilà, on voit bien qu'il y a comme des portes qui s'ouvrent quand même dans nos compréhensions. Moi, je connais, mais je vois bien qu'à chaque fois qu'on en parle, eh bien, on a besoin de repasser, hein, et ça nous ouvre des fluidités plus grandes. Donc, dans cet au-delà, on voit bien, on a défini un peu cette question des êtres. Est-ce qu'il y a d'autres, dans ce que tu as pu expérimenter, est-ce qu'il y a d'autres êtres? On parle d'entités, on parle est-ce qu'on est au même endroit? Est-ce que tu as pu rencontrer, on verra après dans des cas particuliers, mais où ça se situe? Et est-ce qu'un être défunt peut être en relation avec ces entités? Lui-même peut-il devenir une entité à un certain terme, une certaine maturation? Voilà, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, en fait, on est dans cette fréquence, nous, ici sur la Terre, qu'on peut appeler la 3D, peu importe, dans notre réalité à nous. On voit un certain nombre de choses, hein, comme dans le spectre de lumière, on a accès à un certain nombre d'informations, et puis quand on passe dans l'au-delà, on devient invisible, pour les humains, pour les habitants de la Terre. Et peut-être pas pour les animaux. Et une fois qu'on est dans cet autre monde, il y a aussi toutes sortes de présences. Il n'y a pas que des êtres humains.
il y a, on peut tous vivre un peu sur les mêmes espaces, mais dans des plans vibratoires différents. Et donc, on peut se côtoyer à la surface de la Terre ou à d'autres endroits en étant simplement invisibles l'un à l'autre parce qu'on est dans des fréquences différentes. Sur la Terre, vous rencontrez des êtres de la nature qui sont là pour faire le fonctionnement de tout ce qui vit. Je ne vais pas commencer à détailler ça, mais c'est très très beau. Ce sont des êtres en général très bienveillants et voilà, ils sont là pour harmoniser tout et faire. On peut tomber sur des êtres comme ça aussi, bien sûr. Il y a d'autres êtres qu'on a l'habitude de qualifier. Enfin, on les situe dans ce qu'on appelle l'astral. C'est un peu un concept fourre-tout, mais on va dire que c'est un autre plan de vibration que le nôtre, plus bas. Ils vibrent dans des énergies plus lourdes, plus plombées. Et ces gens-là, ils ont besoin de vivre aussi. Ces gens-là, enfin ces entités. Ces entités, pas des gens. C'est pas des êtres humains. C'est ça. Quelque part, ils ont été créés aussi, mais ils n'ont pas notre forme. Ils n'ont pas notre forme. Ils peuvent avoir n'importe quelle forme. C'est une conscience, mais... C'est des consciences, et elles ont besoin de se nourrir. Et elles se nourrissent d'énergie, de vibrations basses. Et où vont-ils trouver des énergies basses? À des endroits où il y a par exemple, vous avez, je sais pas moi, il y a des endroits où un champ de bataille, c'est beaucoup d'énergie basse. Ces entités vont arriver. On les appelle entités parce qu'il n'y a pas d'autre mot, mais voilà, elles ont toutes sortes de formes, de conscience. Elles vont là se dire, ici, il y a eu tellement de violence, tellement de colère, de souffrance, que je trouve de quoi manger. Je vais même aller un peu plus loin. Il y a des entités qui deviennent parasites. Elles se disent, tiens, voilà, ça c'est exactement... Pas le défunt, puisqu'il est déjà plus là, ça marche avec les êtres humains, mais l'anima qui vient d'en sortir, là, qui est toute perdue, là, hop, on lui dit, viens par ici, je vais t'indiquer le chemin, Et elle l'enserre, finalement, elles viennent se glisser complètement autour de lui, et ça devient leur chose, leur garde-manger, en fait. Plus cette personne, cet anima, va essayer de sortir de sa souffrance, de sa rancœur, de sa colère, plus l'entité va lui dire « Non, t'as tellement souffert, là, c'est terrible ce que t'as vécu, tu te rends compte comment tu es, reste avec moi. » Et elle se nourrit. Et elle peut se nourrir comme ça pour des éternités, enfin des millénaires. Elle est toute contente. Elle a trouvé... voilà. C'est pour ça que c'est son frigo ambulant. C'est pour ça que cet anima, à un moment, il se fatigue. Parce qu'il est absorbé. Ah oui, alors elle relance tout le temps. Et elle descend forcément en fréquence. Et donc, effectivement... Ce n'est pas un cycle vertueux. C'est le cycle de descente. Ouais. C'est ça, hein? C'est ça, oui, on est piégé, là, quelque part. Hein. Ouais. Doublement piégé. Par le plan et l'entité. Et donc, c'est important de se dire aussi qu'autour de nous, certaines personnes peuvent être sensibles, parfois une fois comme ça, de temps en temps. Tiens, j'ai l'impression qu'on n'est pas tout seul. Je sens quelque chose. C'est pas nécessairement... une anima, c'est pas nécessairement un être défunt. Ça peut aussi être autre chose. Pas nécessairement négatif. Mais potentiellement, ça peut aussi être une entité. Donc, on ne va pas s'adresser à tout le monde en disant « Ah, bienvenue ». Il faut être relativement prudent. Oui. Ça, dans le monde invisible, tout n'est pas bienveillant. Hein, oui, c'est comme sur la Terre. Hein. Bien sûr. On ne sait pas nécessairement ce que les autres pensent, s'ils veulent du bien ou du mal. Donc là aussi, ce que tu nous décris là me rappelle que quelque part, le plus important, on prépare son au-delà dans la vie d'aujourd'hui, en fonction de ce qu'on va faire, de ce qu'on va dire, de notre capacité à vivre avec notre souveraineté, notre capacité à mettre en action notre libre arbitre. Cela va nous permettre, évidemment, d'évoluer différemment dans l'au-delà. Donc, voilà. Quelque part, il n'y a pas à avoir peur de ce changement d'état. Et surtout pas la peur. Voilà, il n'y a pas de peur. Et c'est nous qui nous donnons les outils qui vont nous permettre de passer dans l'au-delà librement. D'être dans l'accueil, l'ouverture, la paix intérieure, hein, clairement. C'est comme ça qu'on se prépare. Voilà. C'est comme ça qu'on est réconcilié, en quelque sorte, avec son environnement, réconcilié avec ce qui peut nous arriver. S'il y avait un pardon à donner, on l'a donné. On est dans un détachement qui nous permet d'accueillir ce qui vient. Et comme on est prêt, à ce moment-là, il n'y a pas grand-chose qui permet... On reste dans un niveau de vibration qui n'intéresse pas Tout à fait. les entités dont on vient de parler, par exemple. Oui. C'est vrai que quand j'ai abordé ces choses-là dans ma vie, et quand je me suis posé ces questions-là, je me suis dit, en fait, en réalité, pour être tranquille, pour être serein,
le meilleur moment, enfin la meilleure posture que moi j'ai trouvée pour moi, c'est de me dire chaque jour, c'est bien, c'est parfait. Ce soir, si je vais m'endormir, mais je peux mourir. En fait, c'est comme une forme de mort. Et donc, c'est bien, j'ai réglé. Ah, ça, il faut que je règle. Demain, il faut que je pense. Parce que je ne vais pas laisser traîner ça. Parce qu'on ne sait pas. Et donc, ça donne une légèreté aussi dans la vie. On règle. Et s'il faut prendre le temps, on le prend. Mais on se prépare. Donc, la mort n'est pas une punition. Et si on ouvre sa conscience à cette question de la mort, évidemment, c'est ce que tu nous enseignes, eh bien, on voit bien que ça n'est évidemment qu'un passage. Et c'est tout l'enjeu de notre vidéo aujourd'hui. Tu m'as lancé sur quelque chose, je n'ai pas tout à fait répondu tout à l'heure. Il est possible qu'une âme, une anima qui est prisonnière de ce plan intermédiaire, à un moment donné, prenons quelqu'un qui ait une grosse addiction pendant sa vie sur Terre, il est en manque. Il est en manque, il lui faut sa piqûre, il lui faut son verre d'alcool, il lui faut sa cigarette. Et très souvent, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'il va attendre qu'il y ait un autre humain qui arrive, qui soit aussi dans cette disposition-là, et il va se dire « Ah, ça c'est parfait », et lui-même va devenir entité parasite pour une autre anima, pour une autre conscience. Donc là, il descend en fréquence. Ils sont là tous les deux l'un avec l'autre. Ça peut se passer avec des humains aussi. Hein. Il va trouver un humain qui continue à picoler et il va hop. Chaque fois que oh mais t'as encore besoin d'un petit verre d'alcool. Hein. Hop. Oui, on va se faire un. Et donc une fois que cette personne décède à son tour, ben voilà, ils sont deux, mais ils sont toujours dans ce lien de dépendance en fait. Hein. À la fois par rapport à leur addiction et par rapport à l'emprise du premier en fait. C'est comme dans le monde physique, il y a cette notion de dégrégore, d'attirance, de groupe, où on s'entraîne. Et donc, quelque part, il n'y a pas de ce qu'on peut projeter, puisque ce ne sont que des projections. On n'est pas revenu directement, en tout cas on en est revenu, mais il y a les phénomènes d'oubli qui se met en place, on le connaît. Quelque part, ça fonctionne un peu comme dans le monde physique. Simplement, on n'a plus le corps physique pour le vivre, mais il y a les mécanismes qui sont identiques. Parce que, tu es d'accord avec moi, on est encore dans le monde, dans la sphère humaine. On n'est pas dans la divinité. Là, non. On est encore dans l'espace humain, mais sur un autre plan de conscience, sur un autre plan vibratoire. On est d'accord. Enfin, c'est ça, exactement. On peut se permettre de penser à autre chose. On pourrait, une fois qu'on est là, partir vers autre chose, mais on se retient, on est un peu piégé dans notre tête. On ne sait même pas qu'il y a une sortie, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Pour revenir à l'ascenseur, là, tu disais, il n'y a pas de bouton. Je suis bloqué, il n'y a pas de bouton. Il y a vraiment autre chose qui nous est accessible dans cet état d'esprit qui est le nôtre à ce moment-là, enfin qui sera le nôtre. Oui. Bien, merci beaucoup. Nous avançons. On se donne un petit temps de pause, parce que c'est quand même beaucoup de choses. On va se donner un temps, si vous voulez bien, d'intégration, que vous allez pouvoir intégrer. C'est juste un rappel, hein, si vous voulez, en tout cas c'est ce que j'ai pu et tu as aussi expérimenté ça, on ne peut pas intégrer de nouvelles données, sans ce temps de silence intérieur pour intégrer. Sinon ça passe et le moulin du mental continue et on le connaît bien. Et donc on se laisse un temps d'intégration pour aller ensuite vers ton expérience plus personnelle et donc on se retrouve après. Merci. Ce temps d'intégration
Et revenons à nous, Géry. Oui, évidemment, on est d'accord que ce que nous développons là, on peut parfois le développer avec l'enthousiasme et ça pourrait être vu comme un dogme posé, une vérité absolue. On est d'accord, on se comprend bien que ce n'est qu'une proposition et ce qui compte, c'est comme ce que l'on fait là, c'est comme un support pour nous permettre de cheminer, comme on pourrait le faire et comme ça pouvait se faire dans d'autres époques autour du feu de la cheminée et bien on discutait et puis il y avait quelqu'un qui prenait la parole sur un sujet et qui développait et ça permettait à chacun de cheminer. Cette vidéo n'a que ça comme ambition, hein, vraiment. Oui, oui, je suis à la recherche d'une cohérence pour organiser toutes les expériences que j'ai. C'est vrai qu'au contact de tous ces personnes, ces animaux, ces êtres en chemin, je perçois des choses et qui petit à petit me disent ah oui, il y a ça, oh, tiens, mais il y a des tas de traditions dans l'univers, pardon, dans l'humanité qui sont vraiment intéressantes. Chez les Tibétains, chez les Égyptiens, c'est vraiment intéressant de lire tout ça. C'est chaque fois un autre angle, une autre vision, et en fait, tout se tient quelque part. Hein. On retrouve une structure. Oui. On retrouve une structure, c'est pourquoi on peut... Voilà, et toi-même, tu as pu, au fur et à mesure de tes expériences, voir qu'il y avait quand même des choses qui se répétaient. Oui, et puis beaucoup d'autres passeurs vivent des choses très, 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 très proches, donc on sait qu'on est... voilà, il y a une cohérence. Justement, par rapport à cette fonction de passeur, on va aller un peu plus avant, si tu veux bien. Pour commencer, te concernant, ton expérience, comment est-ce que tu pourrais... comment est-ce que tu ressens une présence déjà? Comment est-ce que... Parce qu'il faut que tu... Voilà, comment tu reçois cette information? Donc, en général, j'ai demandé qu'ils ne viennent plus me déranger dans mon lit, parce que c'était quand même assez... Donc, il y a des moments où, voilà, je suis plus disponible. Aujourd'hui, je sens comme un petit appel dans une oreille. Voilà, j'ai comme un petit clic, c'est un mini acouphène, je me dis « Ah, je ne suis pas tout seul ». Et alors, en général, les présences invisibles se présentent à moi, je sens tout de suite où je dois mettre les mains, et là, ah, voilà, je sens. Il y a une présence qui est là. Je peux la ressentir, j'ai sa silhouette qui se manifeste à travers mes mains, et alors la connexion se fait par le cœur, on y reviendra tout à l'heure, c'est plus au niveau des émotions. Une autre manière, c'est quand je faisais des soins, à un moment donné, je suis en contact avec l'enveloppe corporelle, le champ vital de la personne qui est sur la table de massage. Et à un moment donné, je me dis « Ah, il y a quelqu'un d'autre. On n'est pas tout seul, il y a une troisième personne qui s'est invitée. » Et voilà. C'est toujours des personnes qui s'invitent en quelque sorte. Et alors, le cas le plus courant maintenant pour moi, c'est quand je suis invité à faire une harmonisation de maison. À ce moment-là, je demande toujours à mes baguettes de m'indiquer les choses qui sont dignes d'intérêt, enfin, auxquelles je dois consacrer de l'attention, du temps. Et là, très très souvent, hop, les baguettes m'amènent directement chez une personne décédée. Alors je peux la sentir assez vite. Et je lui dis, voilà, si vous voulez, je peux vous aider. On va rentrer en détail, effectivement, comment c'est la suite. Mais c'est comme ça que ça se passe, c'est essentiellement les mains. Et puis alors, on entre en ressenti vibratoire. Il y a un échange qui se fait plus intuitif alors. C'est vrai on peut aussi dire que nous avons fait une autre vidéo sur notre chaîne sur le ressenti. Tu nous as donné des enseignements, ton approche par rapport à cette notion de ressentir, comment ressentir les énergies subtiles. Et donc, je vous invite à aller là rentrer dans le détail hein, pour activer en vous ces indicateurs de ressenti. Voilà. Oui, c'est clair. Alors, dans les expériences que tu as rencontrées, tu en as rencontré des tas, évidemment, depuis toutes ces années. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de rencontres et comme ça, peut-être aussi nous éclairer, parce qu'on a peut-être des idées reçues aussi sur certains types de morts, sur certains types de décès. On se dit, oui, mais lui, s'il a fait ça, il est condamné à... Donc, de tes expériences... donc, je ne sais pas, est-ce que, par exemple, on a noté quelques... On en a tout à l'heure évoqué d'ailleurs un sur la question de l'accident de voiture, donc c'est ce qu'on appelle les morts violentes. Tu as rencontré des êtres qui avaient connu cette expérience-là? Oui, clairement. Par exemple, un jour, on m'a demandé d'harmoniser une petite maison sur le bord d'une rivière, près d'un petit pont. Et... dans la cave, les gens m'avaient dit « Voilà, on n'ose pas entrer dans la cave, il y a vraiment quelque chose, je ne me sens pas bien du tout, je ne vais plus dans la cave. »
Et là, effectivement, il y avait quelque chose de très, très pesant, très pesant. Et tout de suite, j'ai senti qu'effectivement, on n'était pas seul. Il y avait deux soldats allemands. Voilà, je les ai reconnus. À un moment donné, je ne les vois pas, mais si je me relie à eux par mes mains, à un moment donné, il y a cette image qui s'imprime, qui commence à venir. C'est très, très... c'est pas l'image qui vient, mais je sais ce qu'il y a devant moi. C'est une information. Une information. Et donc, je vois ces deux soldats, mais complètement hostiles, agressifs. Déjà, je ne suis pas habillé comme un militaire. Ils viennent, en fait, j'ai fini par comprendre. Ils étaient tellement agressifs que je ne pouvais rien leur dire. Je ne pouvais pas leur parler. Je comprends qu'ils parlent allemand, j'essaie de faire un petit peu en allemand, mais rien n'y fait. Ils sont bloqués. J'essaye, ça ne marche pas. Je remonte. Je me dis, je reprends un peu d'air. Je redescends. C'était une des plus difficiles que j'ai eues. Et tout de suite, la baïonnette, là, carrément, et je dis, mais les gars, la guerre est finie depuis très longtemps, au moins 100 ans, on arrête, c'est bon, mais impossible. Ils sont tellement dans l'énergie de... Je crois Ils ont quitté le corps physique dans une énergie particulière qui les... J'ai visualisé un peu la scène, hein, ils étaient dans cette petite maison juste à côté du pont, on a fait sauter le pont pour Dieu sait quelle raison, ils étaient à la fenêtre, vraiment au guet, hein, on leur avait demandé sans doute de veiller, sentinelle, je sais pas. Le pont a sauté, et ils sont morts sur le coup. Mais vraiment dans la panique, hein. Ils entendaient que tout le monde arrivait. Et donc, incapacité pour eux d'entrer en contact avec moi. Et donc, vraiment, il y a eu tout un travail assez long. J'ai apporté un cristal pour donner une autre énergie, puisqu'ils sont dans une énergie très basse, pour qu'ils puissent... j'ai allumé une bougie. Ça, c'est vraiment... parfois, quand c'est comme ça, je chante. Parce qu'on a aussi, par le chant, des vibrations qui permettent voilà. D'alléger. Et puis on imagine qu'elles sont en correspondance avec les fréquences dont elles ont besoin. L'idée, c'est vraiment de leur dire, voilà, je leur donne. Je commence par leur dire, je les reconnais déjà. C'est très important pour eux, sinon ils se disent, c'est qui ce gars? Je me présente. Et petit à petit, voilà, il y a eu vraiment, ça a duré 1 heure. Là. C'était un des plus longs que j'ai eu. Et... Voilà, petit à petit, je revenais, je remontais, je redescendais, je leur disais, mais vous savez, c'est vraiment fini la guerre. Regardez. On est 100 ans plus tard, il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus d'ennemis. Et finalement, après cette heure-là, ils se sont calmés gentiment, j'ai entendu, quelque part, cet état dans lequel ils étaient, cet état de super stimulation hormonale, hein, où ils étaient. Vous pouvez poser votre fusil. Maintenant, je vous propose vraiment de... Est-ce que vous êtes prêts? Ça vous dit? Et voilà, ils sont partis à un moment donné. Merci pour c'est très touchant. C'était... Oui, parce que alors d'un coup, toute l'énergie... Je nettoie hein, toujours après, parce que ils ont déposé leur fusil, mais quand ils partent, ils abandonnent vraiment leur uniforme. Les oripeaux, quoi. Ce qu'on appelle ça des scories, ou des liens, ou des peurs. Donc tout ça, je demande à la Terre de, quelque part, les retransmuter en amour. Voilà. Je fais un petit trou là. Le grand Athanor universel. Et du coup, la pièce redevient tout à fait... D'accord. Harmonisée, en fait. Ça nous en dit long par rapport à tout témoignage, sur la question des commémorations, quand on fait des commémorations sur les guerres et autres, selon comment on se positionne par rapport à cet aspect commémoration, selon comment on positionne, peut-être que nous ne raccompagnons pas toujours, mais peut-être que nous réactivons. Selon comment la commémoration est effectuée sur ces grands champs de bataille, avec ces grands théâtres de guerre, ça nous interroge. Ça nous interroge à titre individuel et je l'interroge moi, collectivement. Voilà, ces commémorations régulières, est-ce qu'elles raccompagnent, est-ce qu'elles aident ou est-ce qu'elles créent? Ça s'interroge. Je pense que c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a des lieux où il y a eu beaucoup de décès. Hein, voilà, on en connaît, ça peut être la peste, ça peut être un hôpital. Il y a des gens qui sont prêts, ils vont se dire « Ah, enfin quelqu'un qui m'aide, je pars ». Et puis d'autres qui se disent, je ne suis pas tout à fait sûr, là, qu'est-ce qui se passe? On va où? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est parti? Et ils vont rester. Et si effectivement on renourrit l'égrégore de voilà, la culpabilité, la mort, il y a des sites où il s'est passé un événement, il y a des dizaines, des centaines, parfois des milliers d'années, où il y a toujours des défunts.
Il y en a qui partent à chaque fois, mais il y en a toujours qui restent. Enfin, je veux dire, il faut vraiment du temps. Tout à fait. Ils ne sont pas prêts. Il faut respecter. C'est ça. Ouais. Bon, on a aussi, tu as rencontré dans tes multiples expériences un sujet qui est délicat parce qu'il nous touche vraiment, c'est le rapport aux enfants et aux bébés. Voilà, tu peux peut-être nous éveiller, parce que c'est un sujet délicat, hein, bien sûr. Oui, c'est ça. Quand je suis dans une maison, il y a des âmes d'animaux qui sont prêtes, en fait. Ils attendaient juste qu'on appuie sur le bouton de l'ascenseur. Je leur dis, si vous êtes prêts, voilà. Moi, je n'ai même pas besoin de savoir qui vous êtes. Vous montez. Mais parfois, je sens qu'il y a des âmes qui restent parce qu'elles ont quelque chose à dire. Je leur demande toujours, par exemple, s'il y a un lien avec la maison, puisque je suis là pour ça. Parce qu'il a pu se passer quelque chose dans une maison, un incendie, voilà, la personne est décédée, étouffée dans son lit, là, dans cette chambre où je suis. C'est important de le comprendre aussi, pour les gens qui vont venir après. Il y a eu vraiment, non seulement un départ, mais une énorme souffrance, une énorme angoisse qui s'est collée à tous les murs. Donc c'est intéressant. Très typiquement, dans les chambres à coucher, on peut tomber, on est dans une pièce, ou les pièces de vie, parfois le salon aussi, hein, mais les chambres à coucher très souvent, dans les armoires, on peut tomber sur des âmes. Moi, je sens assez vite si elles sont grandes ou elles sont petites. Il n'y a pas vraiment les âmes, elles choisissent la taille qu'elles veulent. Hein. Un embryon peut décider de se présenter comme une personne de ma taille, mais globalement, on sent assez vite si c'est un enfant. Et il y en a régulièrement, parce que ça arrive de perdre un enfant, par exemple, avant sa date de naissance. Une fausse couche, comme on dit. Et voilà, on fait en général une petite cérémonie, et puis on tourne la page. Mais l'enfant, il est souvent à un âge où, je veux dire, dans le corps de sa mère, il n'a pas encore développé les capacités émotionnelles, il n'a pas encore toute sa conscience. Il décède et il se retrouve là, il est complètement perdu. Il est livré à lui-même et donc il va se raccrocher à sa maman, il va se raccrocher à un grand frère ou une grande sœur et c'est son seul repère. Et c'est intéressant à ce moment-là, simplement de lui dire « je te reconnais, je te vois ». C'est des beaux moments, hein. J'invite souvent les parents à venir alors, voilà, je vous laisse quelques minutes avec votre enfant. Parfois il me dit si c'est un garçon ou c'est une fille, ça dépend un peu. Parfois ils ne sont pas encore genrés vraiment. Parfois, on en sait un peu plus. Mais globalement, tout ce qu'ils veulent ressentir, c'est l'amour d'une personne proche, leurs parents, leurs frères, leurs sœurs. Et simplement qu'on leur dise, tu sais, on t'aime énormément, et maintenant on te propose de partir vers ta lumière. On te libère quelque part. Est-ce que le fait de donner un prénom va aider, de nommer, pour que justement il y ait cette identification, c'est important? Il y a cette étape de la reconnaissance qui pour moi est tellement fondamentale. On a besoin d'être reconnu dans qui on est. Et c'est surtout critique par rapport à un enfant, par exemple, qu'on aurait choisi de perdre. Dans le cas d'une interruption volontaire de grossesse, ça arrive malheureusement, voilà, pour des tas de bonnes ou de mauvaises raisons, mais ces êtres, ils sont très perdus. Ils sont doublement perdus parce qu'ils savent que leurs parents les ont rejetés. Donc, s'il n'y a pas de grand frère ou de grande sœur dans les environs, ils errent, mais ils sont quand même tout proches. Et là, le fait simplement de les regarder, de leur dire « je te reconnais », quand on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, on donne un prénom mixte, hein, de lui dire voilà, finalement, tu sais, on n'était pas capable, c'était pas le bon moment, excuse-nous. Parfois, c'est vraiment un moment intime et très émouvant. Mais il suffit de ça. Tu le fais avec les parents, ça? Je pose le cadre, mais Oui. après, je me mets sur le côté. C'est-à-dire, tu proposes aux parents de le faire? Ah oui, systématiquement, parce que ça les libère tous les deux. Oui. L'un comme l'autre, c'est important. Puis même au niveau énergétique, on me demande d'harmoniser la maison, mais ce n'est pas une énergie qui est au service de l'harmonie de la maison. Et donc, peut-être une précision aussi, puisqu'on parle de ça, les enfants qu'on a décidé de ne pas garder en nous, de ne pas amener à la vie, ils ne sont jamais dans le jugement. C'est pas quelque chose qu'ils connaissent. Ils sont pas là pour faire de reproches. Ils sont pas là pour pleurnicher et se dire « mais tu te rends compte de ce que tu as fait ?» Ils sont complètement
vierges de toute émotion, ils sont même pas nouveau-nés, quoi. Il y a juste ce besoin d'être reconnus, d'être pris par la main, et ils ont besoin d'une énergie qui ressemble à de l'amour, enfin qui est proche de l'amour dans ses fréquences, et il suffit de ça. Et en fait, après, on les libère. Ils peuvent revivre leur vie. C'est important, parce que ça arrive quand même malgré tout. Beaucoup de personnes me disent, non, il n'y a rien eu, moi j'ai 2 enfants, et puis petit à petit on se dit, oui, quand même, il y a eu peut-être une fausse couche. En fait, j'étais pas tout à fait sûr. Beaucoup d'enfants jumeaux aussi, je me permets de le dire. Il y a apparemment un grand nombre de grossesses qui sont gémellaires, et à un moment donné, un des deux décide de partir, ou voilà, il y a un problème au niveau physiologique, et il y en a un qui part. Et les jumeaux, c'est un peu particulier parce qu'ils ne peuvent pas se libérer tout seuls. Ils sont tellement proches l'un de l'autre qu'ils ont besoin d'être de la vie de l'autre, en fait. Ils sont liés à l'autre. Et j'ai vraiment eu beaucoup ça parce que c'est quelque chose auquel je suis confronté dans ma vie personnelle. Et il y a un attachement vraiment particulier. Et donc, parfois, j'ai rencontré des personnes, j'ai dit, tiens, j'entends que c'est votre frère. Non, je n'ai pas de frère. Je dis, je repose la question. Si, je suis son frère jumeau. Alors je dis, il pense qu'il est votre frère jumeau. Est-ce que c'est possible? Non. Enfin, je me permets quand même de vous encourager à essayer de faire connaissance. Les personnes ressentent souvent avec leurs propres mains. Et puis après, la dame me dit, mais en fait, vous êtes la 4e personne qui me dit que je suis née jumelle orpheline, en quelque sorte, jumelle seule. Et donc, en fait, tout prenait son sens. C'était un peu l'étape ultime. Alors, dans ce regard qu'on peut se porter, à travers l'invisible, il y a vraiment une libération. C'est d'une beauté... En t'écoutant, on touche, on perçoit cette capacité à réparer, à guérir, par la parole, par l'amour, et le faire vraiment comme ce que tu fais. On comprend mieux maintenant en écoutant Géry, je pense, et je pense vous aussi derrière votre écran, la fonction du passeur, celui qui vraiment met en relation et est un intercesseur de ces mondes et met en relation des êtres pour que la vie circule finalement, pour que de nouveau cette vie naturelle de nouveau retrouve un chemin. Et le passeur est là, quoi. C'est comme des malentendus, hein. C'est un peu comme, voilà, il y a des choses qu'on aurait voulu se dire, et parfois des défunts, là, ils sont très tristes. Il y en a qui vont trouver leur porte, par exemple, hein. Ils ont trouvé leur chemin, ils sont déjà dans une forme de lumière, ils ont déjà retrouvé qui ils étaient. Mais il y a cette part d'un regret, quelque chose. Alors ils reviennent, ceux-là, ils sont plus du tout dans cet état de vibration froid et lourd. Ils sont déjà dans leur chemin de vérité, de libération, mais ils sont retenus par ce regret, ce pardon qu'ils ont besoin d'entendre. Et j'en ai vu souvent, je les appelle des défunts en chemin, et alors ils disent, mais je voudrais dire à mon fils que je voudrais serrer mon fils dans mes bras. Et je dis, bon, je dis ça à la personne, ce fils qui était plus âgé que moi, hein, il était retraité, et il me dit, votre père est là, je pense qu'il a un petit message, et le mot-clé, c'est étreinte. Et alors, ils sont restés ensemble pendant un quart d'heure, puis le papa, la personne qui m'avait fait venir dans sa maison, revient vers sa femme et moi, et il avait un sourire jusque-là, il avait des larmes aux yeux, et il me dit, mais c'est incroyable. De toute sa vie, mon père, il a été très, 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 pris par des tas de choses. Il m'a jamais dit je t'aime, il m'a jamais serré dans mes bras. J'ai jamais eu cette étreinte toute simple d'un père avec son fils, ou d'un fils avec son père. Et là, il était tellement touché, et donc on a de nouveau libéré quelque chose sur 2 plans à la fois. Je trouve, ça arrive aussi avec des personnes... C'est très beau, c'est très touchant, bien sûr. Ça... Ouais. Peut-être on peut aussi aborder cette question dont on parle souvent et peut-être on a besoin de se réactualiser, de s'ouvrir à une autre perception par rapport au suicide. Est-ce que tu as rencontré des êtres qui ont commis cet acte? Oui, c'est assez particulier parce que, effectivement, globalement, ils restent dans
Ils n'ont pas choisi la lumière. Moi, quand je les vois, ils regardent leurs pieds. Ils sont vraiment tellement dans leur désespoir, ils ne voient pas qu'il y a autre chose. Ils n'ont même pas envie d'entrer en contact avec nous, avec personne d'autre. Ils sont vraiment dans ce désespoir. Le problème, c'est que le suicide, c'est un acte de désespoir au départ. Ils se disent en me tuant, je vais enfin être libéré de cet énorme poids que je ressens. Et malheureusement, c'est l'idée qu'ils vont emporter avec eux dans la mort et qui va les obséder, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça qu'on dit que les suicidés, ils ont plus de difficultés à retrouver la lumière. C'est pas une punition. Ah non, c'est pas une punition en tant que telle. C'est juste un état dans lequel ils se sont plongés eux-mêmes. Et donc, là, ils sont souvent cachés. Quand moi, je fais une maison, on fait toutes les pièces de vie, et à un moment donné, ma baguette me dit, mais il y a encore quelqu'un, il y a encore quelqu'un, il y a encore quelque chose. Et on m'emmène dans le fond de la cave, là, quelque part, derrière la chaudière, dans un placard à balai, dans les greniers, mais tout à fait, voilà, derrière les caisses et des trucs. Et là, il y a quelqu'un tout petit, comme ça. Il n'a pas choisi de me parler. Donc moi, j'arrive et je suis très, très respectueux. Je le salue, je lui envoie beaucoup, beaucoup d'énergie, tout ce que je peux. C'est là que le chant, on peut prendre de la sauge, on peut faire tout est bienvenu. J'aime bien d'arriver par exemple avec un beau cristal d'améthyste qui dégage une splendide énergie qui est très connectée à l'au-delà. Et puis je leur laisse le temps. Je leur dis, voilà, je te reconnais. Je capte en fait cette émotion de désespoir. Je suis en communion avec la personne. Et petit à petit, soit elle décide de me donner un peu d'infos sur les circonstances, soit je n'ai pas besoin de le savoir, c'est son intimité à elle. Et à un moment donné, je lui propose de l'aide, je lui propose de gagner un plan où elle va se sentir libérée, de l'accompagner un peu. Je peux demander à des êtres qu'elle a connus avant de venir d'en haut, façon de parler, de la lumière pour la rassurer, pour rassurer la personne. Souvent, je lui donne le mode d'emploi, je lui explique comment ça peut se passer, et puis je me retire, parce qu'il n'aime pas que ça se passe devant les yeux de quelqu'un. Je reviens 1 heure après, tout est réglé, ils sont partis, ils ont trouvé. Si je reste, c'est presque indiscret, c'est presque... Oui, il y a une profonde blessure. Cet acte qui pourrait, et qui pourrait peut-être s'apparenter à une sorte de culpabilité, quoi. Voilà. Tout est lié. Mais c'est vrai qu'après, voilà, je retrouve un petit paquet de scories dont on parlait tout à l'heure. Mais je ne rentre jamais dans des secrets. C'est très, très intime. Je ne cherche pas Merci de nous partager tout ça. On se rend compte que c'est vraiment formidable que des êtres, que malgré le monde matérialiste qui nous a envahis, on a encore des humains qui ont encore cette capacité à voir plus grand et à agir avec le plus grand et avec les mondes invisibles. Ça nous rassure et tu nous ouvres aussi un espace qui nous réconcilie avec une part de nous-mêmes. Parce qu'on sent bien qu'on pourrait aussi, c'est évidemment la sensibilité de chacun, mais on peut le faire aussi nous. Je veux dire, on sent bien qu'on peut le faire et vous pouvez l'expérimenter. Et si vous êtes dans l'amour, si vous êtes dans le respect, comme tu nous le montres, on ne peut pas se tromper. Je veux dire, c'est une relation, on peut entamer une relation. Et puis si on est dans l'écoute, dans la réceptivité, on ne se trompera pas. Et cet amour va nous permettre de conduire cette guérison, cette réconciliation. Merci, c'est très très beau. J'aimerais, à plusieurs reprises, donc on a bien vu, tu nous as emmenés dans des cas. Avant d'aller plus loin dans d'autres cas, peut-être une question, pourquoi est-ce que ces êtres qui sont dans un autre plan, dans un plan invisible, ils sont très liés aux maisons ou aux lieux? Tu parlais tout à l'heure de se cacher derrière la chaudière, mais est-ce que pour lui la chaudière existe à ton avis? Et pourquoi est-ce qu'il est caché il pourrait se cacher dans un monde invisible. Pourquoi est-ce que nous, c'est parce que nous, dans la perception que nous en avons, nous, dans notre dimension, pourquoi est-ce que ces lieux, ils sont très proches des lieux? Qu'est-ce que tu en... Parfois, il y a un attachement naturel à un lieu précis, voilà, ou alors aux personnes qui habitent à cet endroit. S'il y a votre grand-mère qui est toujours près de vous pour différentes raisons, parce que si vous déménagez, elle va déménager avec vous, normalement. Par contre, si elle a eu plusieurs enfants, elle peut passer un moment avec un enfant et puis avec un autre. Il n'y a pas de règles, mais c'est vrai qu'il y a des endroits où
déjà, dans les maisons, on va trouver des points, ce qu'on appelle des points de décharge en géobiologie. Alors, sans rentrer dans la géobiologie, parce qu'on va avoir une émission avec Géry, particulièrement, où on va effectivement aller voir et on va te suivre dans un travail de rééquilibrage d'une maison. Mais peut-être juste le principe par rapport au lieu. Oui, c'est parce que c'est lié à un endroit précis. Alors, ça peut être dans la nature, ça peut être partout. Il y a des endroits dans la nature qui attirent beaucoup de défunts. Mais c'est des endroits qui ont une énergie de base. Et donc, ça les attire parce que c'est leur énergie. Donc ça, c'est important, c'est déjà une clé, que ce soit dans une maison ou ailleurs. On peut en trouver aussi dans des hôpitaux. Soit ils décident d'être avec des gens qui sont dans un cheminement proche. Par exemple, on peut en trouver dans des églises qui sont dédiées traditionnellement à des saints qui aident à... Psychopompes. Psychopompes, voilà, pour utiliser le mot. Parfois, on peut en trouver des centaines au même endroit. C'est sûr qu'il y en a plus près des cimetières, dans les vieilles églises où on enterrait les gens dans les églises. C'est pour leur permettre aussi de monter plus facilement. Mais ils sont rassemblés. Les suicidés, pour revenir à l'exemple de la chaudière, c'est des gens qui, dans l'espace où ils sont, c'est une interprétation, mais veulent se couper aussi des autres âmes qui sont là. Qui ne sont pas nécessairement... voilà, ils n'ont pas envie de les voir. Ils sont là, fichez-moi la paix, et donc ils se cachent là où ils peuvent. Et ça peut Est-ce que c'est eux qui se cachent derrière Je pense. En clair, est-ce qu'ils voient la chaudière? Ou est-ce que c'est nous qui voyons la chaudière et qui imaginons que c'est derrière la chaudière? C'est ça que je veux dire. Il la voit, la chaudière. Il pourrait passer à travers. Il peut passer à travers tout, comme le fantôme, en fait. Mais pour eux, c'est un endroit où on ne va pas aller les chercher, je pense. C'est ça. C'est un peu... voilà, c'est pas... Ils se rendent un peu invisibles. Oui, c'est... Très bien. Géry, tu as aussi un cas dont tu m'as parlé lors de la préparation de cette émission, qui est très intéressant et qui justement nous replace dans le fait que nous pouvons agir pour guérir ces plans. Ce cas de cette famille, est-ce que tu peux, de manière concise, nous expliquer un peu les enjeux et qu'est-ce qui s'est passé Oui, c'est vraiment pour dire qu'il y a des tas de liens en fait, qui nous lient, même à travers l'au-delà. Oui, c'est une belle histoire qui s'est passée il y a des années déjà. C'est une famille que je connais. J'avais entendu dire qu'il y avait une personne, un aïeul, donc on parle d'un arrière-grand-père, qui, à l'issue de la guerre, ça c'est une histoire qu'on connaissait dans la famille, il avait, dans les tranchées, là, il avait vraiment vécu des traumas. Et quand il est revenu de la guerre, c'était un homme brillant, un notable, et il est revenu avec ce problème de bipolarité. Et donc, il était vraiment plus lui-même. La moitié de sa vie, il faisait vraiment des trucs très, très, très bizarres, difficiles à vivre pour sa femme, ses enfants. Et on sait qu'il s'est suicidé. Et puis voilà. Et moi, je ne suis pas lié à eux familialement, mais à un moment donné, au milieu de la nuit, là, paf, je suis réveillé. Et je pose des questions oui-non. À ce moment-là, je communiquais par décharge électrique. Et je me suis dit, mais l'image me vient. Vous ne seriez pas Marcel? Elle me dit oui. Alors, je dis, ça alors, c'est pas dans mes proches immédiats, mais ok. Est-ce que je peux vous aider? Je me dis, ok, suicidé, c'est normal, il a vu que je pouvais aider des gens, et il vient vers moi. Est-ce que je peux vous aider? On discute un peu, je lui envoie de l'énergie, je fais tout ce que je faisais à l'époque. Je lui dis, maintenant, voilà, je vous propose de monter, les conditions sont prêtes, vous pouvez y aller. Elle me dit, non, je ne peux pas y aller. En fait, je suis extrêmement attristé de voir que ce départ a complètement bousculé tous les êtres de ma famille. Je les ai plongés dans une détresse financière, une détresse émotionnelle épouvantable. Je m'en veux très, très, très fort. J'ai pensé qu'à moi, quelque part, je me suis libéré, moi, de quelque chose qui était devenu insupportable pour moi. Mais je ne réalisais pas qu'en cascade, ça allait provoquer toutes sortes de choses. Ces enfants ne sont plus là maintenant, mais il reste encore les petits-enfants qui sont plus âgés que moi. Et il me dit, je voudrais que vous alliez voir ma famille pour leur dire que je suis vraiment complètement navré, que je leur présente mes excuses. Donc je vais voir une personne, je lui transmets, elle m'a dit, c'est quand même troublant.
Voilà, je transmets le message. D'accord. Et puis je reviens, et le soir, je demande à Marcel, est-ce que tout va bien, tu peux monter maintenant? Il me dit, ah non, 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 il faut que tu préviennes tous mes petits-enfants. Je dis, ah bon, ok. Je vais revoir la personne, et je me suis dit, il faudrait prévenir les frères et sœurs, les cousins, je pense que c'est important pour Marcel. Et donc, elle organise une petite réunion de famille. Ils sont tous là, sauf un. Et là, je dis à Marcel, vous serez là, je suppose. Ah, vous pourrez leur parler en direct, quelque part. Enfin, on vous réserve un fauteuil. Ah non, 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 qui dit ça, je ne peux pas faire, je suis tellement honteux, je ne peux pas, je ne peux pas. Je vous demande d'être mon intermédiaire. En fait, je sais qu'il était là, il était derrière le rideau, hein, il surveillait tout, mais il n'osait pas. Ouais. Et donc, c'était un peu particulier, hein, j'explique aux gens, voilà, j'ai reçu la visite de votre aïeul, et voilà ce qu'il dit, et je vous prie de... Entre-temps, les gens qui étaient déjà un peu au courant, ils avaient été recherchés dans leurs affaires, dans leur grenier, des photos, c'était un photographe, il avait recherché des traces de vie, des lettres. Et il s'est passé quelque chose de très 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 beau. C'est que collectivement, les petits-enfants ont dit, ils l'ont tous fait l'un après l'autre. Bon papa, écoute, en réalité, on t'en veut pas. On imagine, même si ça a été très dur pour notre mère, qui est resté encore longtemps en vie, mais vraiment avec un tout autre train de vie et d'énormes difficultés. Il y a eu le témoin, un des enfants était témoin de la mort. Non, pardon, c'était un des parents qui est resté marqué pour toute sa vie. Enfin, bon, il y avait du lourd. Il y avait un déni aussi, à un certain moment, on a même caché, je crois. Oui, effectivement, tu fais même me rappeler ça, comme si c'était un suicide, et qu'à cette époque-là, une personne suicidée, elle disparaissait, elle n'avait pas le droit du paradis, pas d'obsèques publiques, enfin c'était vraiment... On a raconté à l'enfant qui avait découvert le corps, et à tous les autres, tout le monde s'est auto-persuadé qu'en fait il s'est tué en tombant sur le coin d'une table. Et pas avec, on a vite fait disparaître l'arme, et pas le pistolet. Là. Et donc il a eu son enterrement, mais quelque part il y a eu une tricherie. On n'était pas dans la vérité. Et tout le monde est resté dans ce mensonge qu'on a continué à propager de génération en génération, et qui en fait était lourd en lui-même, lourd à porter, même si on ne savait plus. Tout à fait, l'origine, la source. Les générations en dessous ont continué à porter ce fardeau. Toute la vie, ils ont fait de... Alors que pour la jeune fille qui a trouvé le corps, c'était une évidence, c'était une enfant encore. Hein. C'était vraiment une évidence. Donc voilà, tout le monde a pu... Je reviens à ma réunion, tout le monde a pu dire, bon papa, voilà, on ne t'en veut pas, il y a vraiment des circonstances, on comprend bien, on aurait aimé te connaître, on a redécouvert tes photos, on a redécouvert tes lettres, on est vraiment touché par ton parcours. C'est une tragédie. On s'associe à ça et on t'envoie beaucoup d'amour. Et on te propose vraiment de te détacher de ce plan dans lequel tu es encore, où tu es tellement plombé par tout ce qui s'est passé. Et donc, je trouve ça extrêmement beau. Extrêmement beau. C'est vraiment une cérémonie de libération, de double libération dans tous les sens. Le soir, je reviens vers Marcel, je lui demande maintenant vous pouvez y aller. Puis elle me dit ah non, je ne peux pas. Je dis quoi quoi encore, parce que tout ça a duré plusieurs semaines quand même. Alors elle me dit ah non, je ne peux pas, je ne suis pas tout seul. Ah, bon, okay. Et là, j'ai découvert quelque chose qui était extrêmement touchant aussi. C'est qu'en fait, l'image m'est venue très vite et j'ai demandé si c'était ça et il m'a répondu oui. Quand sa propre femme est décédée des dizaines d'années plus tard, elle a fait son petit tour pour dire au revoir à tout le monde, avant de... Et là, elle est tombée sur l'homme de sa vie, en fait, son amoureux, son fiancé, son mari, complètement perdu, là, au fond de sa détresse. Elle dit, mais je ne peux pas l'abandonner. C'est mon mari, je reste avec lui. Je reste avec lui, je vais l'aider. Et elle s'est en quelque sorte sacrifiée pour rester près de lui, mais... En restant près de lui, elle s'est aussi retrouvée piégée dans ce même espace dont on a parlé. Et donc, ils étaient à deux. Petit à petit, malgré toute sa bonne volonté, elle s'est fait aussi plomber par tout cet environnement, par son manque d'énergie, par cette personne qui était toujours dans son... Et donc, j'ai dit, c'est très bien, on va organiser un départ à deux alors. Je vous propose de vous tenir par la main et on y va ensemble. Et voilà, j'en ai encore les larmes aux yeux. C'était vraiment un moment d'une beauté... Ils sont partis tous les deux, à la fois dans
Ils étaient rassurés par rapport à cette culpabilité Ouais. qu'ils portaient vis-à-vis des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Et dans un geste d'amour à eux deux, non, c'était vraiment très beau. Formidable. Vraiment très On beau. sent encore l'émotion. Ben oui, je suis troublé moi-même en le racontant. L'émotion est venue aussi, elle voilà, me traverse. on est perméable, évidemment. Évidemment, et Oui. on accueille cette émotion. Peut-être vous aussi. Et voilà, on accueille cette émotion. Merci. Quelle beauté. Quelle beauté. On voit bien que nous entrons dans plus grand que nous, et on voit cet amour que tu dégages, Oui. et que tu permets de faire circuler, vraiment cette énergie qui circule. Quelle beauté. Merci. Et c'est un cadeau dans tous les plans. Oui, c'est très 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 beau. Enfin, pour terminer ce chapitre sur l'aspect intervention, tu pratiques aussi, donc les personnes qui pratiquent cette discipline font aussi des raccompagnements, pas uniquement individuels, mais aussi plus larges lorsqu'il s'agit de champs de bataille. Donc, est-ce que tu peux nous en parler voilà, pour qu'on comprenne aussi. Il y a des lieux qui sont tellement marqués par une tragédie que voilà, des attentats dans le métro, paf, d'un coup, je ne sais combien de personnes qui meurent. C'est très étonnant, il y a beaucoup de passeurs qui se réunissent alors, qui viennent. Il y a une prise en charge collective. On imagine qu'un champ de bataille, voilà, j'ai habité un moment près du champ de bataille de Waterloo, des dizaines de milliers de morts en une seule journée, c'est assez épouvantable, sans compter tous les blessés. Et je pense qu'il y a des dizaines de gens qui ont été se recueillir sur place, il y a eu des églises qui ont été faites, des chapelles. Donc on a aidé toutes ces personnes. Mais rien à faire, moi je suis tombé dans une maison tout près, sur 10 personnes là d'un coup. 10 soldats français, qui étaient encore en tenue, ils étaient là. J'ai pu, comme archéologue, retourner dans les archives, les documents anciens, et j'ai vu qu'il y avait vraiment eu une petite escouade, comme ça, une petite patrouille, petite section qui avait été en observateur et qui était tombée sur les batteries de canons hollandaises et belges qui étaient là. Ils ont reçu un obus, ils sont tous morts ensemble. Ils n'ont même pas eu le temps de se dire, mais ils étaient là, tous les 10 comme ça. C'est qui ce gars? C'était dans la chambre d'un enfant. Ils étaient encore sur le champ de bataille pour eux. Oui, ils étaient dans une maison, mais Oui, c'était l'emplacement de l'énergie, voilà, dans près de la petite rivière. Vibration-là. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on ne peut pas prendre le temps de les faire partir tous les 10, enfin, je veux dire, individuellement. Et donc, on leur a proposé, voilà, on a vraiment travaillé le contexte pour leur dire, est-ce que vous êtes prêts à partir? Et il y en a 7 qui sont partis sur le lot, sur les 10. Et je suis retourné quand même quelques mois après, j'ai vu qu'il en restait 3. Et là, j'ai pu faire un accompagnement un peu plus privilégié, mais là, on parle encore que de 10. Oui, ça peut être des centaines. Voilà, j'ai dû faire un salon un jour, un salon du bien-être, dans une grande ferme qui était vraiment sur le champ de bataille. Elle était du côté anglais, et c'est une ferme qui a servi d'hôpital pendant des semaines et des semaines après la bataille. Donc, on a amené tous les corps, et donc... à un moment donné, je pose ma table de soins et je me dis, mais c'est pas possible, je voyais tous ces corps l'un à côté de l'autre. On peut pas faire un salon du bien-être dans un endroit. Et donc je savais pas quoi faire. Je me dis, parce qu'ils sont restés longtemps, ils sont morts lentement avec la gangrène et tout ce qu'on peut imaginer. C'est les victimes qui sont pas mortes, elles se sont vues mourir, mais voilà, elles étaient piégées par cette espèce de... Et donc, avec des amis qui étaient là, puisqu'on était heureusement plusieurs à être sensibles à la chose, on a créé au centre de la cour ce que j'appelle une clinique de lumière. On a vraiment dit, OK, ici, on va faire appel à plus grand que nous. On veut vraiment qu'il y ait une série de personnes dont c'est la spécialité d'écouter, d'accompagner, de guérir, de prendre en charge, voilà. Et je visualisais ça comme une espèce de grand cristal, grand cristal. Et donc, on a proposé collectivement à toutes ces âmes, tous ces animaux qui étaient là, de se rendre à cette clinique de lumière vraiment faite pour elles, mais pas juste dans l'endroit où on était, dans la cour. Et à ce moment-là, on leur a dit, vous fonctionnez tant qu'il y a du monde qui vient. Donc ça a travaillé la nuit avant, et puis on a eu beaucoup de légèreté dans l'endroit pendant le salon. C'était nécessaire, et je pense que là, on a vraiment aidé collectivement des gens à partir, mais on s'est retiré du processus nous-mêmes. C'est comme un grand ascenseur. Alors. D'accord. Très beau, merci. Voilà, on mesure la responsabilité que des êtres comme toi, qui ont cette fonction, portent et pour le bien commun. Ça fait partie du bien commun. Merci beaucoup.
Petite virgule pour voilà, nous passer sur, sur une autre. On va rester dans la thématique, mais on va aborder un autre aspect plus pratique et plus concret. À tout de suite. Nous revenons après ce temps d'intégration. Géry, on va passer un peu sur les aspects un peu plus concrets, pratiques, qui peuvent concerner chacun de nous. Comment on peut se comporter? Qu'est-ce que tu proposerais comme attitude, comme action lors d'un départ d'un proche? Oui, c'est une bonne porte d'entrée puisque finalement, là, on connaît les personnes. En général, on est à une cérémonie d'au revoir et au cimetière, au funérarium, peu importe. Là, je pense qu'il y a quelque chose de tout simple qu'on peut déjà faire à ce moment-là. Bien sûr, lui communiquer tout notre amour, l'encourager, parce que la personne va vivre un chemin un peu, nouveau pour elle. Lui souhaiter d'avoir la lumière nécessaire, la clarté pour savoir où elle va, la force aussi de bien préciser. Je pense que tu as attendu autre part. Oui. La vie continue pour toi et surtout, vas-y. Ne reste pas accroché à cause de nous. Et on ne doit plus te retenir. Tu as vécu ce que tu devais vivre sur Terre. Et là, il y a quelque chose d'autre qui t'attend. Et là, il y a une notion assez intéressante, c'est la notion de lien à couper. On a tous des liens avec les personnes qui nous sont chères, des liens d'amour, des liens d'affection, des liens positifs. Et parfois, sans s'en rendre compte, on a aussi des liens qui retiennent, des liens, qu'est-ce que je vais devenir si tu pars, tu te rends compte, et puis tous ces souvenirs qui vont revenir, c'est pas possible, qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Ces liens-là, ils n'ont plus de raison d'être, en fait. Ils nous lient encore à la personne. Et donc là, vraiment, on pouvait visualiser une belle paire de ciseaux, une belle paire d'oreilles, n'importe, et on coupe le lien. C'est un lien de soi, hein, c'est pas un lien de béton armé, mais on le coupe gentiment. Et on dit vraiment, voilà, bon vent. C'est par amour qu'on le fait. Par amour. Si vraiment on aime la personne qui nous a quittés, c'est par amour qu'on va le faire pour la libérer. C'est le point de départ. Et si la personne a été endormie dans la mort, vraiment lui dire, tu sais, ici, tu n'es plus avec nous. Tu n'es plus avec nous. Un petit signe tout simple, en fait, qu'on fait, c'est de dire, tiens, prends un peu ta main et frappe-toi sur la poitrine. C'est assez classique, hein, depuis longtemps. Et les âmes qui seraient désincarnées, à un moment, les âmes désincarnées, la main passe à travers. Et d'un coup, il y a une espèce de prise de conscience, mais je ne suis plus là. Ça suffit, hein. C'est bon. Voilà, ça c'est une chose qu'on peut faire. Je t'interromps un instant. On a l'impression qu'effectivement, ce que tu décris là, c'est ce qu'on appelle le deuil. C'est ce temps de deuil qui doit être nécessaire. Et c'est ce temps pour séparer, ranger, couper et laisser aller. Hein. Avant, ça durait au moins une semaine. Hein, oui, on restait veillé, le corps. Il y avait vraiment tout un rituel qui avait vraiment son importance, je suis sûr. Tout à fait. Même si on pouvait avoir des liens à couper encore. Bien sûr. Après cette période, imaginons quelques semaines après, on peut avoir l'impression, ou un proche vous dit, mais tiens, j'ai l'impression qu'ils sont toujours là, ou que la personne est toujours là, à ce moment-là, vous pouvez lui proposer quelque chose de plus concret. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait se relier à quelqu'un en lui disant « Je te reconnais,
je te reconnais, je sais que tu es là. On va lui dire, écoute, peut-être tu n'as pas trouvé la porte. Peut-être que c'est pas si clair. Moi, je n'ai pas une vision précise sur ce qui se passe là où tu es. Je peux appeler l'ascenseur, d'ailleurs je vais le faire pour t'aider, mais en réalité cet ascenseur, la porte réelle, elle est dans ton cœur. Ça c'est une vraie boussole. Je me tourne vers la personne invisible. Va chercher cette issue à l'intérieur de toi, au plus profond de toi, dans ce qu'on pourrait appeler le temple intérieur. Là au fond de nous-mêmes, on peut visualiser des poupées russes comme ça, il y a le lien qui nous relie à toutes les parts de nous qui sont non incarnées, qui sont dans l'invisible, qui nous mènent jusqu'à la source, jusqu'à l'essence même de qui on est. Et donc, une fois qu'on arrive à aller à l'intérieur de nous-mêmes, de ce cœur, on va ouvrir. À un moment donné, on va trouver une petite porte. Il n'y a pas de clé, rien du tout. Il suffit de l'ouvrir, c'est chez nous. Et là, d'un coup, il y a une lumière qui va apparaître. On peut rentrer là. Il y a juste un petit conseil à donner. Voilà, si vous partez avec toutes vos valises, votre carapace, votre armure et tout, ça va être difficile de rentrer. Ça sera pas. Il y a des choses à lâcher. Ouais. Il y a des tas de choses, on a toujours des choses à lâcher. On laisse les valises, on laisse nos soucis, nos peurs, on y va. On y va tout nu quelque part, hein, et hop, on rentre. Et là, tout ce qui va suivre, ça vous appartient, c'est ce chemin vers la lumière. La personne va entendre ce message. Peut-être elle ne va pas faire ça dans la demi-heure, parce qu'elle a des choses à régler, voilà, c'est comme ça. Mais normalement, ça suffit à la libérer. C'est pas compliqué le passage d'âme. C'est juste une bonne indication au bon moment. Il est peut-être aussi intéressant à rappeler que ce passage-là, il se fait dans ces plans-là, c'est la vibration qui compte, qui est importante. Donc la manière dont vous allez le formuler avec cette sphère du cœur va faire que ça va être entendu, reçu. Donc c'est cette notion de vibration. Peut-être on peut se souvenir que vraiment c'est en entrant dans cet état vibratoire d'amour, de respect, d'échange réel que l'on va pouvoir, on peut être un peu plus sûr peut-être que notre message va être entendu. Oui, on n'est pas au niveau du mental, hein. On est ça. aussi au niveau du cœur Voilà, nous-mêmes. oui. On peut même manifester, on fait une petite cérémonie, on allume une bougie, on met un peu d'encens, on fait un petit cadeau, une fleur, une pierre, voilà, vraiment à la mémoire de la personne. Et avec la certitude qu'on a entendu aussi. C'est ça. Voilà, et on y va et on est là. Oui. On peut même dire à ce moment-là, c'est vrai, envoie-moi un petit signe. Si ça passe, voilà. Petit SMS. Et encore une question par rapport à... ça peut vous arriver, ça a pu vous arriver, et moi en tout cas ça m'est arrivé à plusieurs reprises, où on se trouve confronté à une rencontre qui nous surprend. Soit on vient nous tirer les pieds quand on dort, ou on se réveille et on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est vraiment assis au bout de notre lit. Et donc là, ça nous pose, voilà, on est dans l'effroi. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil? Comment se comporter? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment se positionner par rapport à une manifestation d'une présence invisible. C'est vrai que en général, quand c'est pas juste après le départ de quelqu'un qui nous est cher, on ne sait pas à qui on a affaire. Et c'est très important d'être méfiant, parce que, il y a des êtres... Prudent. Ouais. Prudent, il y a des personnes dans l'invisible, on ne sait pas du tout qui ils sont, pourquoi ils viennent chez nous. Parfois, il y a des tentatives de manipulation, voilà, d'usurpation d'identité. Donc, la règle générale, c'est prudence. Voilà. Et une manière de dire, d'abord, c'est de se dire, tiens, vous êtes ici chez moi, est-ce que je vous ai invité? Qui êtes-vous? Si on n'a pas une image qui vient tout de suite, on peut dire, ok, voilà, je n'ai pas souhaité vous inviter, je suis en train de dormir, je suis en train de travailler, je suis en train de faire la cuisine, c'est pas le moment, je suis désolé, mais là, dans mon libre arbitre à moi, je décide de ne pas rentrer en communication avec vous et vous demande de respecter ça. Ça, c'est la base, hein, c'est une espèce de protection, de réflexe. De protection, voilà, c'est toujours sage. Il n'y a pas à avoir peur. On n'est pas... Ah oui, c'est ça. C'est vrai que c'est important. On n'est pas dans la peur parce qu'il ne peut rien nous arriver dans notre matérialité. On est ancré, on est dans notre corps. Tant qu'on décide qu'il n'y a rien qui peut entrer dans notre champ vibratoire à nous, on est protégé.
C'est notre libre arbitre. Voilà. On peut même créer une petite bulle de protection. Hein. C'est intéressant. On peut la visualiser, une lumière bien vive, comme une lumière dorée. C'est notre espace à nous. Personne ne rentre dans cet espace-là. Personne ne vient nous embêter. On est complètement souverain. D'ailleurs, notre maison, notre chambre, notre bureau, il est aussi un espace qui nous appartient, notre voiture. Donc on peut réclamer ça. Il n'y a aucune... Voilà, on peut être très très ferme par rapport à ça. C'est légitime. C'est légitime, on ne blesse pas les gens, on ne les heurte pas, on ne les provoque pas, c'est juste chez nous. Voilà, donc ça c'est bien. Si par hasard, à un moment donné, vous vous rendez compte que c'est insistant, ce phénomène revient, qui vous inquiète, alors qu'on n'est normalement pas dans la peur. Il y a un mal-être... Voilà. Alors vous consultez auprès de quelqu'un dont c'est le job, quoi. C'est vraiment un savoir-faire. Plus on a eu d'expérience, plus on est en mesure de... Voilà, déjà d'authentifier de qui il s'agit et puis d'agir en conséquence. Merci. On a l'impression aujourd'hui, dans notre période, notre époque, on va dire, qu'il y a de plus en plus de phénomènes. Est-ce que c'est parce qu'on les voit plus ou est-ce qu'il y en a plus de ces interactions? Il y a quelques années, on parlait beaucoup moins. Là, on a quand même parlé, on parle beaucoup de ces passages. Quel est ton avis sur cet aspect? Je pense que c'est les deux réponses en fait. La première, c'est qu'il y a plus de vibrations actuellement au niveau de la surface de la Terre, ne fût-ce que les échos magnétiques, les flashs solaires, etc. qu'on reçoit d'en haut de l'espace. Donc la vibration monte, cette vibration convient de moins en moins à ces êtres qui sont heureux dans une vibration plus basse et donc qui sont un peu perdus et ils cherchent de l'aide. Et puis, je pense qu'il y a aussi des gens qui ont été dans l'errance, des êtres qui ont été dans l'errance pendant très longtemps. À un moment, j'expliquais qu'on ne savait même plus qui on était. Et cette couche-là, voilà, elle est bien secouée pour le moment. Et donc, il y a proportionnellement sans doute plus de présences qui vont se manifester maintenant. Et on les verra plus parce que les fréquences sont plus hautes. Donc, on doit un peu s'habituer à côtoyer des êtres de l'invisible. Ça, je pense que notre conscience, elle s'ouvre justement parce que nous allons avoir affaire de plus en plus dans ces mondes, on voit bien. Donc on quitte un plan, une conception et on va s'approcher. Donc il nous faut des outils. Et encore merci vraiment de nous avoir éveillés, enseignés sur ton expérience. Encore une fois, on le rappelle, c'est ton point de vue, c'est ton approche. Vous pouvez vous en nourrir pour faire à votre tour votre expérimentation ou aller consulter des personnes qui savent le faire. Merci beaucoup, vraiment. Est-ce que, avant de nous séparer dans ce plan, est-ce que tu aurais des choses une phrase, une idée Oui, peut-être. On a souvent évoqué la peur. C'est vrai que dans l'histoire du monde, tout ce qui est maison hantée, fantômes, revenants, on se méfie très fort. Aujourd'hui, je pense qu'on peut vraiment se rendre compte qu'avant tout, ce sont des rencontres, je parle d'êtres humains ici, des âmes d'êtres humains décédés, ce sont des rencontres. Ce sont des échanges qui vont s'installer avec des personnes qui ont été comme nous, comme toi et moi à un moment donné, et qui, pour différentes raisons, cherchent à recréer un contact, parce qu'elles sont globalement ils ont besoin d'aide. Et donc là, on peut redécouvrir une vraie relation, comme on pourrait avoir avec quelqu'un de vivant. Et cette relation, elle peut se jouer au niveau du cœur. Elle peut se jouer dans l'accueil, l'amour, la reconnaissance, la compassion, et des deux côtés d'ailleurs. Et là, il y a quelque chose qui se joue, qui est très 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 beau. Et moi, mon expérience à moi, mon humble expérience, c'est vraiment que 90% de ces rencontres, c'est des rencontres qui sont très très lumineuses. On est vraiment dans, je veux dire en tout cas au terme du petit processus, on est vraiment dans de la lumière, on est vraiment dans de l'amour, on fait grandir l'humanité, on s'aide. Et la personne qu'on a pu aider un jour, là où elle va aussi pouvoir nous renvoyer l'ascenseur quelque part en disant, tu sais, là où je suis, je peux te donner un petit tuyau. Donc c'est vraiment très très beau. C'est formidable, vraiment. Ouais. On retrouve cette idée de la fraternité, la fraternité d'humanité. Nous sommes évidemment, on est dans ce champ sémantique de la fraternité qui se manifeste sur le plan physique, mais aussi on le voit et on le mesure dans les plans subtils. Et donc la frontière, elle s'ouvre. Enfin, je veux dire, la porosité des mondes est de plus en plus fine, donc on a accès. Formidable, merci beaucoup de ce partage.
On est vraiment, voilà, merci. Il y a un mot, merci, et tout ce que ça engendre. J'espère que vous avez profité aussi pleinement des enseignements de Géry, de tout ce qu'il nous a transmis, que ça vous a permis de cheminer à votre tour, et puis peut-être d'après vos expériences, de ce que vous avez pu voir, de faire des liens pour cheminer dans une compréhension plus large. En tout cas, c'était le but de cette émission. Merci encore, Géry, et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures, comme on dit. Merci.